À votre gauche, Agnès Verdier-Molinier, qui a un point de vue tout à fait différent sur la dépense publique. Agnès Verdier-Molinier, vous plaidez pour une dépense publique plus efficace. Apparemment, ça ne surprend pas beaucoup l'auditoire. Non. Bonjour à tous. Vous savez que ça fait longtemps qu'à la Fondation IFRAP, on réfléchit sur ce sujet de la dépense publique. On était parmi les premiers think tanks à s'intéresser à ce sujet. Je crois qu'aujourd'hui, le sujet n'est plus à la question de la réduction homothétique des dépenses, c'est-à-dire un petit coup de rabot par-ci, un petit coup de rabot par-là pour essayer de finalement gagner quelques millions ou quelques milliards sur certaines politiques publiques. La question, c'est la refonte totale de notre système, de nos services publics. Et c'est une question, finalement, qu'on n'a pas abordée. Le mot RGPP a été abordé à cette table ronde, mais la RGPP, elle n'a rien résolu en la matière. Pourquoi ? Parce qu'elle ne s'est pas du tout attaquée au périmètre d'intervention des différentes strates d'action publique que nous avons en France et qui ont été déjà évoquées depuis ce matin, c'est-à-dire l'État, les collectivités locales et la sécurité sociale. Ces 1100 milliards de dépenses publiques, finalement, ce à quoi on arrive comme conclusion quand on les regarde en détail, c'est qu'elles sont extrêmement imbriquées, un peu comme une toile d'araignée, et on a des difficultés à dire qui intervient dans quoi et qui doit faire quoi et quelle est la mission de chaque échelon. Donc, si on revient à la question du modèle social, qu'est-ce que c'est le modèle social français et quelle est sa spécificité ? Il y a 3 piliers principaux, le droit à la retraite pour tous, la gratuité des soins, l'assurance chômage, mais aussi la reconnaissance des syndicats, qui est arrivée un peu plus tard, le statut de la fonction publique, l'aide aux handicapés, le RSA et le SMIC. C'est un peu ça, quand on parle du modèle social français, c'est ce à quoi on pense. Mais au-delà, il y a la question de l'éducation pour tous, à la française, de l'exception culturelle, d'un certain État-providence qui intervient un peu dans tous les domaines. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on a face à ce modèle social? Donc on sait qu'il coûte cher, on sait que c'est 57% des dépenses publiques par rapport au PIB, mais qu'est-ce qu'on a pour notre argent avec ce modèle social? C'est ça la question. Parce que finalement, on se dit, il est exceptionnel. Mais est-ce qu'il est vraiment exceptionnel? Est-ce qu'il est vraiment aussi exceptionnel que l'argent qu'on met dans la machine devrait finalement impliquer? Alors là, quand on regarde, notamment entre la France et l'Allemagne, je suis désolée, tout le monde fait des comparaisons France-Allemagne, évidemment, c'est un pays auquel on peut se comparer. Alors, on est surpris, car sur les dépenses par tête, dans la famille et la maladie, l'Allemagne dépense plus que la France. Donc 3 700 € pour la maladie, quand la France est à 3 300. Et 1 000 € pour la famille, quand la France est à 800 €. Pour le reste, les dépenses sont assez comparables. Mais là où il y a vraiment une différence énorme en dépenses par tête de prestations sociales entre la France et l'Allemagne, c'est sur les retraites. Donc là, on a 4 300 € par tête en France contre 3 600 € en Allemagne. Là, on voit quoi? On voit que l'Allemagne a eu le courage de faire la réforme des retraites, et tandis que la France n'a pas eu le courage de la faire. Avec, évidemment, des chiffres intéressants sur le taux de personnes qui travaillent au-delà de 60 ans. En France, on est à 17%. En Allemagne, 41%. Donc là, on a vraiment un souci avec la question des retraites. Finalement, notre modèle social, en grande partie, sur l'ensemble des dépenses de ce modèle, c'est un problème de retraite. Il faut le dire. Ce n'est pas autre chose. Donc, l'autre problème de la France, et notamment une des grosses dépenses que l'on a, c'est évidemment celle de l'éducation que j'ai un peu évoquée tout à l'heure. La dépense par élève et par an en France est plus élevée qu'en Allemagne. Et pour autant, ce ne sont pas les salaires des enseignants qui sont en cause, puisqu'ils ne représentent en France que 30% de l'ensemble de la dépense d'éducation, et en Allemagne, 50% de la dépense d'éducation. Et les professeurs, vous le savez, ça fait la une des journaux cette semaine, sont payés 34% de plus en Allemagne par rapport à la France. Donc, d'où ça vient ? Eh bien, ça vient de l'émiettement de nos structures d'éducation, c'est-à-dire finalement un nombre de collèges, de lycées, d'écoles primaires qui est beaucoup plus important en France, 55 000 en France par rapport à 28 000 en Allemagne, alors qu'ils ont plus d'1 million d'élèves en plus. Et on a, rien que pour le primaire, 5 000 écoles à classe unique en France.
on n'arrive pas à finalement fusionner nos écoles, nos collèges, même quand ils ont un petit nombre de classes. Donc ça, ce sont des sujets très concrets, parce que finalement, les dépenses qu'on a pour ces établissements, ce sont des dépenses de fonctionnement, ce sont des dépenses de nettoyage, ce sont des dépenses de cantine, etc., qui ne sont pas mutualisées et qui finalement n'apportent pas une meilleure qualité d'enseignement aux élèves. Ce n'est pas vrai. Simplement, on a une perte de dépenses en ligne qui fait que c'est vrai que la France est victime du nombre de communes, du nombre de strates administratives, et qu'à la fin, on dépense beaucoup plus. C'est sans parler, évidemment, là, de la question des financeurs, parce que quand on regarde l'école, on voit que l'État finance les traitements des personnels, enfin, surtout des enseignants. Ensuite, les régions s'occupent des lycées, les départements s'occupent des collèges, les communes s'occupent des écoles primaires. Est-ce que c'est cohérent? C'est absolument incohérent. Et donc, la plupart des pays en Europe ont décentralisé la gestion de l'éducation et ont permis justement qu'il y ait un lien entre l'embauche finalement au niveau local, des professeurs, etc. En plus, ça permettrait d'éviter le surcroît de détachement qu'on a dans notre personnel public en France. C'est-à-dire que rien que pour l'éducation nationale, il y a 98 000 personnels qui sont détachés de leur poste. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on peut fonctionner comme ça? Alors évidemment, il y en a certains qui sont enseignants dans des lycées techniques, etc. Mais il y a 30 ou 40 000 personnels dont on n'arrive pas à expliquer véritablement où ils sont dans le système. Alors évidemment, ils sont mis à disposition, enfin en détachement, pardon, pour certains, dans des associations culturelles, sportives. Il y a les mises à disposition aux syndicats, etc. Mais là, je pose la question, est-ce que les syndicats ont besoin de fonctionner avec des personnels de l'éducation nationale payés tous les mois par un système public qui est déjà très mal en point au niveau des finances? Non, on pourrait très bien avoir des syndicalistes bénévoles qui soient des retraités et qui agissent au niveau des syndicats et non pas avec des mises à disposition. Donc ça c'est un autre système qu'il faut penser, mais c'est un sujet. Idem pour la culture, où on voit que là, chaque échelon intervient. La clause de compétence générale des collectivités locales fait que la mairie peut investir dans la culture, mais aussi l'échelon départemental, mais aussi l'échelon régional. Et là, on voit notamment à Marseille, à la fois le MUSEM, donc ce grand musée méditerranéen qui est financé par l'État, par la commune et par l'Europe, et puis le CEREM qui est financé par la région. Il vous reste une minute. Voilà. Donc tout ça, ça montre l'imbrication, les difficultés, l'incohérence des différents échelons. Les surcoûts de production, pour nous, sont le problème majeur de la France. Et quand notre pays dépense 27,7% de sa richesse nationale à produire ses services publics, la moyenne des pays de l'UE dépense 24,9%. Ça fait 3 points d'écart. Donc les grandes réformes à mener, ce serait une réforme de la gouvernance publique, et avec une carte de qui fait quoi à quel échelon. L'éducation, quel est l'échelon compétent? La culture, quel est l'échelon compétent? L'aide au développement, est-ce que c'est logique qu'on ait 250 millions d'euros qui sont financés par les collectivités locales en aide extérieure alors que l'État finance déjà 9,9 milliards? Tout ça, c'est une réflexion en profondeur de la modernisation de l'action publique que nous n'avons jamais eue en France et qu'il faut absolument mener. Ça demandera aussi de s'attaquer à la question, évidemment, de l'emploi public. Quand on regarde l'emploi public au sens large, on a 92 emplois publics pour 1000 habitants dans la moyenne de l'Union européenne, et on est à 103 en France. Ça veut dire que concrètement, on a un surnombre de personnel public d'environ 700 000. 700 000, ça peut paraître énorme, mais en quelques années, on peut résorber ce surcroît d'agents publics et de personnel public financés sur dépenses publiques. Ça a été déjà évoqué tout à l'heure à une table ronde précédente, et c'est autant d'argent qu'on peut remettre dans l'investissement pour l'avenir, etc. Donc, bien sûr, ça pose aussi la question de la réforme des retraites. L'année 2013 devra être aussi une année importante de réflexion sur une vraie réforme systémique. Ça pose la question de faire un système de retraite universel public-privé, parce qu'une grande partie du surcoût des retraites qu'on constate avec l'Allemagne est liée
au surcoût notamment du casse-pension au niveau de l'État, c'est-à-dire des pensions publiques, mais aussi des pensions publiques au niveau des 3 fonctions publiques. Là, il y a un vrai problème à régler. Est-ce que la société veut continuer à avoir des régimes spéciaux d'un côté et un régime général de l'autre, avec des régimes spéciaux dont l'envolée des dépenses, puisque c'est plus 2,9 milliards entre 2012 et 2013, rien que pour l'État sur les pensions publiques. On aura beau finalement juguler l'évolution de la masse salariale des 3 fonctions publiques, on n'arrivera pas, si on ne fait pas une réforme structurelle des retraites, on n'arrivera pas à juguler l'envolée des dépenses de pension. Et ce sera votre dernier mot ? Absolument. Ce serait parfait, en termes de timing, je veux dire. Mais juste pour ajouter quelque chose, ce modèle social, il engendre aussi du chômage. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Il engendre du chômage parce qu'il détruit l'appareil productif. Donc, en permettant que les coûts de production soient moins chers, en gardant un niveau satisfaisant de prestations et un niveau quand même élevé de services publics, et c'est possible, on pourra aussi desserrer l'étreinte fiscale sur nos entreprises. Et juste un chiffre, depuis 2010, ce sont 37 milliards d'euros de plus qu'on a voté entre les plans Fillon 1, les plans Fillon 2, le PLFR 2012, la loi de rectificative en 2012 et la loi de finances en 2013, 37 milliards de plus d'impôts payés par les entreprises par rapport à 2010. Ce n'est pas tenable sur le long terme. Donc cette question aussi de privilégier finalement un retour de la croissance par des entreprises plus fortes en desserrant cette étreinte fiscale est très importante. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier. Et ce point, c'est justement celui sur lequel vous voulez insister.